Action et morphisme. Dans ce paragraphe, on va voir un lien entre les actions et les morphismes de groupe. Donc, commençons par prendre un G ensemble, donc soit G un groupe et pour l'instant juste un ensemble. Et supposons qu'on a une loi de composition externe qui fait de E un G ensemble à gauche. À gauche par défaut. Alors on va construire. Là, ce qui est intéressant, on va construire un morphisme de groupe. F de G dans le groupe symétrique de l'ensemble E. Rappelons que ce groupe symétrique de E, S de E, c'est simplement l'ensemble des applications ensemblistes de E dans E qui sont des bijections. Et ça, c'est un groupe pour la composition. On l'a vu, c'est facile à vérifier. Alors on va donc construire à partir d'une action de G sur E, on va récupérer un morphisme de G dans le groupe symétrique de E. Comment on va faire? On va commencer par définir pour un petit G dans G. Je définis une application de E dans E. Pour G dans G, je fixe G dans G et je définis une application de E dans E. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on n'a pas 36 possibilités, il faut que je dise quelle est l'image de X. J'ai un élément de groupe qui agit et j'ai un élément de l'ensemble sur lequel le groupe agit. Donc je vais évidemment faire agir l'élément de groupe sur l'élément de l'ensemble. Ça c'est bien un élément de E. Alors on va montrer, dans un premier temps, on va montrer que c'est effectivement une symétrie de l'ensemble E, c'est-à-dire que f de G est une bijection de E dans lui-même. On va le faire non pas en montrant, on pourrait le faire, on pourrait, à titre d'exercice, on peut vérifier à la main que f est injective, et que f de G est injective de E dans E, et f de G est surjective de E sur E. En fait, on va tout de suite, ou assez rapidement, que f de G possède une application réciproque. Si je compose f de G à gauche avec f de G moins 1, je construis f de G quel que soit G, donc je peux aussi considérer l'application de E dans E pour G moins 1 au lieu de G. Donc j'ai une application de E dans E, et je démontre que c'est l'identité est égale à l'identité sur E. Comment on vérifie ça? Ben, c'est une égalité d'application, donc il faut évaluer par exemple f de G moins 1 rond f de G en X et constater que c'est égal à X. Alors ça par définition c'est f de G moins 1 évalué en f de G évalué en X. Alors f de G évalué en X par définition c'était G étoile X. Et f de G moins 1 évalué en un élément de E, c'est multiplié par G moins 1, faire agir G moins 1. Donc ici, je fais agir G moins 1 sur G étoile X. Et ça, on sait, comme c'est une action de groupe, c'est égal à G moins 1 G étoile X, c'est-à-dire c'est l'élément neutre étoile X, et donc c'est X.
Et donc c'est bien l'identité de E en X. Donc les deux applications, identité de E et la composition f de g-1 avec f de g, on associe le même élément à tout élément x de E. Donc les applications sont égales. Je n'ai rien utilisé sur x, ça c'est vrai, quel que soit g dans g. Donc je peux même le dire en remplaçant g par g-1. Donc je remplace g par g-1, j'ai f de g-1 moins 1, ça c'est f de g, rond f de g-1 égale à l'identité sur E. Donc ces deux égalités montrent que f de g possède une application réciproque. F de g dans E dans E, de E dans E, possède une application réciproque. À savoir, je le connais même, à savoir f de g moins 1. Donc en particulier, f de g est une application bijective. On sait qu'une application est bijective si et seulement si elle possède une application réciproque. D'où f de g, que j'ai donc défini à l'aide de l'action, est effectivement un élément du groupe symétrique de l'ensemble E. Donc on a montré que f est une application de G dans le groupe symétrique. Donc maintenant on va montrer que c'est un morphisme de groupe. Donc pour ça je prends deux éléments G et H dans G, et je dois calculer f de GH. Et espérer que c'est égal à f de G fois f de H. Alors f de GH, c'est donc une symétrie de E, c'est une bijection de E dans lui-même. Donc pour démontrer quoi que ce soit sur cet élément, il va falloir l'évaluer en X. Donc je le calcule. Qu'est-ce que c'est? F d'un élément de G évalué en X, c'est par définition faire agir cet élément sur X. Là, je ne peux pas faire 36 choses. Je sais que étoile est une action, donc ça c'est égal à G étoile H étoile de X. Mais G étoile de quelque chose, ça c'est F de G évalué en quelque chose. Et F de, donc H étoile, là je vois un H étoile X que je vais donc remplacer par F de H évalué en X. Là, j'ai une application évaluée en un élément. Donc ça, c'est par définition f de g rond f de h. La composition évaluée en x. Donc là, j'ai f de gh évalué en x égale à f de g rond f de h évalué en x. Et comme x est quelconque, on en tire que les deux applications, f de g, le premier c'était f de gh, l'autre c'est f de g rond f de h, sont égales comme application de E dans E, donc aussi comme élément dans S de E. Et comme la composition de S2, c'est la loi de composition interne du groupe S de E, on conclut, par conséquent, F est un morphisme de groupe, donc F de G dans S de E. Donc ça, c'est intéressant. On peut donc associer à une action un morphisme de groupe. Par exemple, si G c'est le groupe symétrique Sn, je fixe un entier naturel n, et E c'est l'ensemble 1 à n sur lequel G agit naturellement, avec Sn actions habituelles, c'est-à-dire sigma étoile i, c'est sigma de i,
Alors, qu'est-ce que c'est que f? Alors, f va donc du groupe Sn dans le groupe symétrique de E, qui est donc Sn. Qu'est-ce que c'est que f de sigma? F de sigma, c'est la symétrie de l'ensemble E, c'est un élément de Sn sur I, c'est par définition sigma étoile I, c'est-à-dire c'est sigma de I. Autrement dit, ça c'est vrai quel que soit I, f de sigma est égal à sigma. Donc on récupère tout simplement l'identité du groupe Sn, je vais peut-être l'écrire comme ça, du groupe G qui est Sn dans S de E, qui est Sn aussi, dans ce cas-là. Mais on verra des exemples beaucoup plus intéressants. Par exemple, bon, là, disons que c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, on peut regarder un groupe quelconque. J'ai un groupe, E, un ensemble, et étoile l'action triviale. C'est-à-dire G étoile X égale X, quel que soit G, quel que soit X. Donc on récupère une application, un morphisme de groupe de G dans S de E. On se doute que ça va être le morphisme trivial. Qu'est-ce que c'est que par définition f de G? F de G, c'est la bijection de E dans lui-même qui envoie X sur G étoile X. C'est-à-dire X. Donc ça c'est aussi l'identité de E évaluant X. Donc les deux applications f de G et l'identité sont égales. Parce que elles envoient X sur le même élément, à savoir X. Et l'identité de E, c'est l'élément neutre dans le groupe symétrique. On voit que F est le morphisme trivial. Comme il se doit, bien sûr. À partir de l'action triviale, ça serait fort de construire un morphisme non trivial. Voilà. Et maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un réciproque à ça. Réciproquement, si G est un groupe, E un ensemble, donc sans action pour l'instant, et F un morphisme de G dans le groupe symétrique de E, un morphisme de groupe, alors on construit une action de G sur E. Donc on définit tout d'abord une loi de composition externe, G croix E dans E, par, il faut dire ce que c'est G étoile X, il faut définir G étoile X. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une application F qui va de G dans S de E. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je regarde F de G, par définition, c'est un élément du groupe symétrique de E, donc c'est une bijection de E dans lui-même, c'est donc une application de E dans E. Comme j'ai aussi un élément X, j'ai envie de faire agir, d'évaluer cette application de E dans E, F de G, sur X. Donc ça me donne un élément de E. Donc ça se définit une loi de composition externe étoile de G croix E dans E. Et on vérifie que étoile est une LCE, une loi de composition externe d'une action. Donc il faut vérifier que E étoile X est égal à X. Qu'est-ce que c'est que E étoile X? C'est F de E évaluant X. Or F est un morphisme de groupe, donc F envoie l'élément neutre sur l'élément neutre. L'élément neutre du groupe d'arrivée de F, c'est l'identité sur E. L'identité sur E évaluant X, c'est X. Donc on a bien E étoile X égale X. Et après, il faut vérifier que pour G et H dans G et X dans E, que GH étoile X est égal à G étoile facteur de H étoile X.
Alors par définition, GH étoile X, c'est donc f de GH, cette application de E dans lui-même, évaluée en X. Or, f est un morphisme de groupe, donc f du produit, c'est le produit des images. L'image du produit, c'est le produit des images. Mais le produit, dans le groupe image, c'est la composition. Donc on récupère ça. Bon, la composition, par définition, c'est... On prend f de g et je l'évalue en la valeur de f de h en x. Alors la valeur de f de h en x, ça c'était par définition h étoile x. Et f de g évalué en x, c'est par définition g étoile de quelque chose. Donc on a bien la formule de gh étoile x égale g étoile de, fois h étoile x. Et par conséquent, étoile est une action, définit une action de G sur E. Et donc on a une proposition qui précise ça, donc soit G un groupe et E un ensemble qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. E n'a pas d'action pour l'instant, G est juste un groupe, E est juste un ensemble quelconque. Alors si, donc on résume ce qu'on vient de démontrer. Si étoile est une action de G sur E, F qui dépend de l'étoile, F égale F, indice étoile de G dans S de E, comme on vient de définir ci-dessus, on définit par F de G, c'est la bijection qui envoie X sur G étoile X. On a vérifié que ça c'est bien une application de G dans S de E, endomorphisme de groupe. On vient de le faire. Et réciproquement, si F de G dans S de E est un morphisme de groupe, la LCE étoile qui dépend de F, donc étoile indice F, ou étoile 2F, on pourra à la limite écrire, étoile qui dépend de F, donc j'écris étoile indice F, de G croix E dans E, défini par G étoile X, c'est F de G, cette application de E dans lui-même évaluée en X, est une action de G sur E. Et donc on peut associer à une action, à une loi de composition externe d'une action, un morphisme de groupe de G dans S de E, et réciproquement. Donc on a donc deux associations entre, d'une part, l'ensemble des lois d'action de G sur E, et d'autre part, l'ensemble des morphismes de groupe de G dans S de E. Et on va dire que ça c'est une bijection. Et que ces deux applications-là, qui associent à étoile F, et l'autre application qui associe à F, la LCE étoile, sont des applications réciproques l'une de l'autre. Donc pour écrire ça très précisément, il faudrait l'écrire comme ça. Donc soit A, l'ensemble des étoiles, étoile, c'est un LCE d'action sur un LCE, c'est une loi de composition externe d'action de G sur E. Ça, c'est un ensemble. Je
peux regarder l'ensemble, toutes les applications de G croix E dans E qui vérifient les conditions d'une action. Et soit ce qu'on note pour le morphisme, on note pour le morphisme homme, pour homomorphisme. On dit parfois aussi homomorphisme de groupe, ou homomorphisme tout court, pour ce que j'appelle le morphisme de groupe dans G dans S de E. Donc ici, homme G S de E, c'est l'ensemble des applications de G dans S de E, donc F morphisme de groupe. Alors, on a mis en place deux applications. On a l'application de A dans homme de G de S de E qui associe à une loi de composition externe le morphisme. Et dans l'autre sens, j'ai une application ensembliste qui associe à un morphisme une loi d'action. C'était à F, j'avais associé la LCE étoile qui dépendait de F. Alors ces applications, les applications ensemblistes, ces applications-là, je pourrais les appeler phi et psi, sont des applications, des bijections réciproques l'un de l'autre. Ce sont des bijections. En plus, elles sont réciproques l'une de l'autre. Donc en particulier, il y a une bijection entre l'ensemble des lois de composition externe qui font de E un G ensemble, d'une part, et d'autre part, l'ensemble des morphismes de groupe de G dans S de E. Bon, je crois que j'ai montré le plus important. C'est que la première partie, c'est peut-être pas le plus important. La deuxième partie est complètement triviale. Il faut vérifier que si on regarde, si on considère une loi étoile et on y associe un morphisme à qui on associe à nouveau donc une loi a priori étoile prime, il faut constater que c'est la même loi. Quand on regarde bien la définition, c'est complètement trivial. Donc c'est une trivialité, je ne vais pas passer du temps là-dessus. Je vais laisser la démonstration à titre d'exercice. En fait, ce qu'on apprend de ça, c'est que finalement, je le remarque, les actions de groupe ne sont rien d'autre que des choses qu'on connaissait déjà, que des morphismes de groupe. De morphismes de groupe un peu particuliers. C'est le morphisme de groupe à valeur dans un groupe symétrique. Donc on aurait pu se passer complètement de la définition des actions, de la notion d'action, et tout formuler en termes de morphisme de groupe. Alors, bon, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Par exemple, on peut s'amuser à tout ce qu'on a fait précédemment, formuler purement en termes du morphisme F associé à l'action. Ça ne serait pas très, très parlant. On a bien vu, on trouve des formules avec beaucoup de parenthèses pour exprimer des choses très simples. On a vu les nids de parenthèses assez profondes déjà, donc voilà. La notion d'action est vraiment quelque chose de très parlant. Donc on n'a pas envie de la mettre de côté. En tout cas, il faut savoir que derrière tout ça, il y a juste des morphismes. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que du coup, une action, ça nous donne des morphismes de groupe. Donc on va avoir des morphismes intéressants, et on va approfondir un peu ce lien-là.
On va commencer par le noyau du morphisme associé. Donc si je commence avec un G ensemble, soit E un G ensemble, et F, donc le morphisme de groupe associé, donc défini par, pour le rappeler, F de G, c'est donc une bijection de E dans lui-même qui envoie X sur, va faire agir G sur X. Je note plus l'étoile ici. Alors on peut se demander quel est le noyau de F. Est-ce qu'on peut le noyau de F, est-ce qu'on peut le formuler en termes de l'action? On peut le faire. Alors le noyau de F, c'est l'intersection de tous les stabilisateurs, où X parcourt tous les éléments de E. Pour chaque élément de E, j'ai un sous-groupe de G qui s'appelle le stabilisateur de X. C'est l'ensemble des éléments petit g de G qui ont la propriété que G fois X égale X. L'intersection de tous ces stabilisateurs, c'est le noyau de F. Donc ça, c'est une formule sympathique qui fait le lien entre le stabilisateur et le noyau du morphisme associé à l'action. La démonstration est très facile. On peut le faire par équivalence. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un élément G de G est dans le noyau de F? Ça veut dire que F de G est égal à l'identité sur E. Donc ça veut dire que pour tout X dans E, F de G évalué en X est égal à X. Mais par définition de F, ça veut dire que pour tout X dans E, c'est Gx égale X. Et donc ça veut dire que pour tout X dans E, G est dans le stabilisateur de X. Et donc ça, c'est la même chose que dire que X appartient à l'intersection de tous les stabilisateurs. Donc c'est une trivialité. Voilà. Dans le paragraphe suivant, on regardera les choses qu'on peut dire sur l'image de F. Pour l'instant, je voudrais démontrer quelque chose de non trivial avec ces choses-là. Une proposition qui, sans ces constructions, ne serait pas si facile à démontrer. Et c'est une généralisation du fait que tout sous-groupe d'indice 2, on va peut-être le rappeler, soit G un groupe fini, ou soit G un groupe quelconque, et H dans G un sous-groupe. Alors si l'ensemble quotient est fini, on dit que H est d'indice fini. Et on note l'indice, on note G de point H, le cardinal de ce quotient, et on l'appelle l'indice. Qu'on appelle l'indice de H dans G. Ça, c'est l'indice de H dans G. Ça s'applique même si G et H sont infinis. L'exemple typique, c'est que je prends G égale Z, et H égale au multiple, le sous-groupe, le multiple de N, où N est un entier naturel, ou un entier relatif, peu importe, mais ce qui est important, c'est que N doit être non nul. Étoile, ça veut dire non nul. Précisons-le. Je prends N non nul. Alors, on sait très bien que le quotient G par H, c'est N modulo NZ, contient N éléments, cet ensemble quotient. Bon, c'est le même groupe, mais ici, a priori, le quotient, je suis juste un ensemble, on considère comme un ensemble. Cet ensemble est fini. Et donc, le sous-groupe NZ est d'indice fini dans Z. Et son indice est égal à N. Voilà.
Et donc une chose qui est facile à démontrer, c'est quelque chose qu'on a vu dans des exemples, dans des exercices précédents. Hein, si H est un sous-groupe de G d'indice 2, alors H est distingué. H est distingué dans G. C'est ce qu'on note comme ça, avec un triangle, H est distingué dans G. Ça, c'est très facile à démontrer, hein, parce que si H est d'indice 2, ça veut dire que G mod H, ce quotient-là, la classe à gauche, il n'y en a que 2. Donc il y en a forcément un qui est la classe de l'élément neutre, et l'autre c'est donc, la classe de notre élément, disons XH. Et c'est tout. Pour un certain X dans G, et qui n'est pas dans H, parce que sinon ce serait la même classe. Donc G mod H contient 2 éléments, exactement 2 éléments, qui sont là. Alors de même, le quotient à gauche de G par H va donc avoir 2 éléments. Le quotient à gauche, donc ça serait la classe à droite. Donc comme X est toujours un élément dans G et non dans H, on a la classe à droite de X modulo H qui est différente. Et on sait que ces deux ensembles, le quotient à gauche et le quotient à droite, sont toujours en bijection. C'est très facile de voir avec le cardinal si on a G un groupe fini, ben ça se démontre de manière générale. Si H est d'indice 2, ou peu importe, pour n'importe quel sous-groupe, H dans un groupe G, le quotient à gauche est toujours en bijection naturellement avec le quotient à droite de G. Bon, en tout cas, voilà, on a ça. Et donc comme la classe à gauche ou à droite donne une partition de G, on a donc X de H qui est donc le complément de la classe à gauche de E dans G. Le complément. La classe à gauche de H, donc ça c'est le complément là. Parce que G mod H, le quotient à droite de G par H, c'est la réunion disjointe de EH et de XH. De EH et de XH. Donc XH, c'est le complémentaire. Mais cette classe à gauche, c'est aussi la classe à droite. Parce que les deux sont égales à H. Et donc le complément de la classe à droite, de E, le quotient de G modulo H, c'est ces deux éléments. Donc ça veut dire que G est une réunion disjointe de HE et de HX. Autrement dit, on a un XH égale à HX. Alors ça, c'est facile de démontrer que H est alors distingué dans G. Voilà, donc ça c'est pour rappeler un peu la démonstration, comment on montre que si... Donc ça c'est que le cas si H est d'indice 2 dans G, alors H est distingué dans G. Voilà, et on va redémontrer ça dans un énoncé même plus général, qui est intéressant. Donc soit G un groupe fini. Et supposons, soit P, un nombre premier, le plus petit nombre premier, le plus petit diviseur premier de l'ordre de G. Supposons que H est sous-groupe de G d'indice ce nombre premier P. Donc on suppose que donc, dans G, on a un sous-groupe
d'indice P, où P est le plus petit diviseur premier de G. C'est le plus petit nombre premier divisant l'ordre de G. Alors, H est distingué dans G. Donc pour G, un groupe d'ordre pair, on retrouve l'énoncé précédent. Dans ce cas-là, ça serait 2, le plus petit nombre premier divisant l'ordre de G. Et on démontre donc que... on sait, mais on va le redémontrer aussi, que un sous-groupe d'indice 2 dans G serait distingué. Mais si on va le faire de manière générale, et la démonstration est intéressante. Donc on fait agir, comme on a déjà pu faire auparavant, on fait agir G sur le quotient G mod H par... donc on multiplie une classe à gauche modulo H par un G. C'est par définition la classe à gauche du produit Gx. On a vu que c'est une action du quotient de G sur l'ensemble quotient G mod H. Pour l'instant, G mod H, c'est juste un ensemble. Donc d'après ce qu'on vient de voir, on a un morphisme de groupe associé, soit F de G dans le groupe symétrique de l'ensemble G mod H, le morphisme associé. Donc comme H est d'indice P dans G, l'ensemble G mod H a P éléments, et donc le groupe symétrique est isomorphe, ce groupe symétrique est isomorphe à SP. Quand on choisit une bijection de G mod H avec l'ensemble de 1 à P, on obtient un isomorphisme entre le groupe symétrique de l'ensemble G mod H et le groupe symétrique de l'ensemble 1 à P, c'est-à-dire le groupe symétrique S indice P. Donc en particulier, l'ordre de ce groupe est égal à l'ordre du groupe symétrique S indice P, c'est-à-dire le factoriel P. Donc comme F est un morphisme d'image, un sous-groupe contenu dans ce groupe symétrique, comme image de F est un sous-groupe dans ce groupe symétrique, sous-groupe, d'après le théorème de Lagrange, on a que l'ordre de l'image de F divise l'ordre du groupe, c'est-à-dire l'ordre du groupe, c'est-à-dire factoriel P. D'autre part, le premier théorème d'isomorphisme dit que G mod le noyau de F, en tant que groupe, a le même ordre que l'image de F. Ces groupes-là sont même isomorphes. Et on sait que ce quotient, comme G est un groupe fini, ce quotient, c'est le quotient des ordres. Donc en multipliant par le noyau de F, on se rend compte que l'image de F, son ordre, divise aussi l'ordre de G. Or, d'après l'hypothèse, le seul diviseur premier commun entre l'ordre de G et factoriel P, c'est P, et donc le PGCD de ces deux-là, c'est P. Parce que, bon, P divise peut-être de l'ordre de G avec une puissance élevée, mais il divise factoriel P avec une puissance P puissance 1. La décomposition en facteur premier de factoriel P, c'est P puissance 1 que multiplie des nombres premiers strictement inférieurs à P à une puissance qui ne nous intéresse pas. En tout cas, factoriel P a
une décomposition en facteur premier qui comporte P puissance à la puissance 1. Et comme P divise l'ordre de G, on constate que le PGCD de ces deux nombres, c'est P. Or, l'ordre du groupe im de F, l'ordre de l'image de F, divise les deux. Donc ça veut dire que l'image de F divise P. Et donc, comme P est premier, on a donc deux cas de figure. Ou bien l'image de F est égale à 1, ou bien l'image de F en ordre est égale à P. Alors, l'image de F ne peut pas être égale à 1. Si l'image de F est égale à 1, ça veut dire que F est le morphisme trivial. Et donc l'action est G, l'action de G sur G mod H, l'action dont il provient ce morphisme, l'action de G sur G mod H est triviale. Or, on a vu que G mod H est une orbite. G mod H est égal à l'orbite de chacun de ces éléments, notamment la classe à gauche de E, pour l'action de G. Donc si cette action est triviale, cette orbite est triviale, c'est un singleton. Donc on en déduit G mod H contient un seul élément. Ça, c'est contradiction. Ce n'est pas possible, c'est absurde. Car l'hypothèse dit que G mod H, ce quotient, c'est l'indice de H dans G, c'est-à-dire est égal à P, c'est un nom premier. Donc, l'image de F est un groupe d'ordre P. Et cela veut dire, du coup, que le noyau de F, on a vu que le noyau de F que multiplie l'image de F, en ordre en tout cas, est égal à l'ordre de G. Donc ici j'ai P, donc là j'ai G, donc on a le noyau de F que multiplie P est égal à G. Autrement dit, le noyau de F est d'indice P dans G. Bon, ça c'est un peu compliqué pour dire que, voilà, parce que le quotient est l'image de F, on peut le dire comme ça. Le quotient de G par le noyau de F, c'est l'image de F qui est d'ordre P. Donc le noyau de F est d'indice P dans G. Or, on a vu dans la proposition précédente que le noyau de F, c'est l'intersection de tous les stabilisateurs. Donc ici, l'ensemble E sur lequel G agit, c'est G mod H. Donc les éléments de G mod H, ça se déclasse à gauche de G. Et je vais prendre, pour chaque élément dans E, je prends son stabilisateur. Donc en particulier, ça c'est contenu dans le stabilisateur de l'élément EH. Le stabilisateur de l'élément EH, c'est exactement H. Parce que EH est égal à H. Et demander quand est-ce que un petit g fois h est égal à h, c'est exactement dire que g est dans h. Donc en fait, ce stabilisateur est égal à h. Donc voilà, donc on a le noyau de f contenu dans h, contenu dans g, et les deux sont d'indice p dans g. Les deux sont d'indice P dans G, donc on en déduit que, compte tenu qu'on a cette inclusion-là, on en déduit que le noyau de F est égal à H. Et donc H est distingué comme noyau de morphisme. Tout noyau de morphisme est un sous-groupe distingué. Voilà, donc ça démontre la proposition. Alors faisons un exemple
où on va montrer que tout groupe d'ordre 15 est cyclique. Ça, j'ai un groupe d'ordre 15. On montre que G est cyclique, et comme il est d'ordre 15, on va démontrer que G est carrément isomorphe à Z modulo 15Z, en montrant qu'il est cyclique. Alors 15, bien sûr, sa décomposition en facteur premier, c'est 3 fois 5. Et donc ici, j'ai envie de prendre, en appliquant la proposition précédente, je vais prendre P égale 3. C'est le plus petit nombre premier divisant 15, l'ordre de G. Donc je cherche un groupe d'indice 3. Donc on cherche un sous-groupe. Je vais l'appeler K, parce qu'il va être le noyau d'un morphisme après tout, il va être distingué. On cherche un sous-groupe K de G d'indice 3, c'est-à-dire avec ordre, donc d'ordre égal à 5. Alors c'est là où le théorème de Cauchy va être utile. 5 est premier, 5 est premier, et 5 divise l'ordre de G. Donc il existe un élément que j'appelle Y, donc il existe Y dans G d'ordre 5. Et on pose K, le sous-groupe engendré par Y. D'après la proposition précédente, comme K est gros, hein, il est d'indice le plus petit nombre premier divisant l'ordre du groupe, donc c'est vraiment le plus gros en termes d'éléments, c'est le plus gros sous-groupe de G, différent de G. D'après la proposition précédente, K est distingué d'un G. Alors on sait aussi que 3 est premier, et 3 divise l'ordre de G, donc encore Cauchy. Il existe X dans G d'ordre 3. Donc je vais appeler H le sous-groupe engendré par X. Et je vais démontrer que G est isomorphe au groupe produit H fois K. En fait, on va dans un premier temps montrons que X et Y, ces deux éléments, X d'ordre 3 et Y d'ordre 5, commutent. C'est un joli argument. On calcule X, Y, X moins 1. Comme K est distingué, ça c'est un élément de K. K distingué dans G. Et Y est un élément de K. Donc son conjugué aussi était dans K. Le K est engendré par Y. Donc il existe donc un M, un entier relatif M, tel que cet élément, ce conjugué d'Y, c'est Y puissance M. Je reconjugué par X. Du coup, X, si je conjugue 2 fois par X, en fait ça revient à conjuguer par X carré. Ça c'est X, X, Y, X moins 1, X moins 1. Donc le facteur entre parenthèses, c'est donc Y puissance M. Et on a l'astuce habituelle qui dit que le conjugué d'une puissance, c'est la puissance des conjugués. En insérant entre chaque facteur d'Y un facteur x 1, qui est égal à l'élément neutre, on voit tout de suite que x, ym, x-1, c'est x, y, x-1 puissance m. Or, on vient de voir que x, y, x-1, c'est y puissance m.
Donc j'ai y puissance m, c'est-à-dire y puissance m2. Et je conjugue encore une fois par x. Ah, je suis à la fin de ma page. Bon, donc avec une nouvelle page, on vient donc de calculer x, y, x moins 1 égale y puissance m, et ensuite x2, y, x moins 2 égale y puissance m2. Alors, ce ne serait pas de surprise de constater que x puissance 3, si je conjugue encore une fois par x, donc je peux écrire ça comme ça. Alors, entre parenthèses, j'ai y puissance m2, x moins 1, et donc là, c'est la même chose que x, y, x moins 1, puissance m au carré. Et donc là, j'utilise encore que x, y, x moins 1, c'est y puissance m, donc j'ai y puissance m à la puissance m carré, donc c'est y puissance m puissance 3. Or, x puissance 3, x est d'ordre 3, donc x puissance 3 est égal à 1. Donc en fait, ici j'ai conjugué par l'élément neutre. Autrement dit, y est égal à y puissance m puissance 3. D'où y puissance m puissance 3 moins 1 est neutre. En multipliant par y puissance moins 1 à gauche ou à droite, peu importe. Y est d'ordre 5. Donc ça implique que 5 divise m puissance 3 moins 1. Cinq divise m puissance 3 moins 1. Alors, comment on peut finir ça? Ben, ça veut dire que, par exemple, la classe modulo 5 de m puissance 3 est donc égale à 1, la classe de 1 dans z modulo 5z. Et comme ils sont donc tous les deux non nuls, ils sont même, c'est même une égalité dans le groupe multiplicatif de cet anneau. Alors z modulo 5z, c'est encore donc ce groupe-là est d'ordre 4. Ce groupe-là est d'ordre 4. Donc ici, j'ai un élément qui a la puissance, qui est un ordre, qui est un diviseur de 3. L'ordre, comme la classe de m puissance 3 est égale à 1, veut dire que l'ordre de m divise 3. Mais d'après Lagrange, l'ordre de m va aussi diviser l'ordre du groupe, 4. Or, 3 et 4 sont premiers entre eux. Ça veut dire que l'ordre de m est égal à 1. L'ordre de m est égal à 1. Autrement dit, m, c'est l'élément neutre dans z modulo 5z croix. Et donc ça veut dire que donc m est égal à 1 plus 5 fois, je sais pas, k dans z. Et on avait dit que x, y, x moins 1, c'est égal à y puissance m, c'est donc y puissance 1 plus 5k. Donc c'est y que multiplie y 5k, mais y étant d'ordre k, c'est égal à y.
Et donc xy, donc on en déduit que xy est égal à yx, et xy commute dans G. Voilà, et du coup, on peut définir f de h croix k dans G, qui envoie un couple hk, puis le produit est hk. Alors comme x et y commutent, toute la puissance de x, et chaque puissance de x et chaque puissance de y commute. Hein. X puissance, x puissance k, y puissance l est égal à y puissance l et x puissance k, quel que soit k et l dans z. Ça c'est évident. D'ailleurs, il suffit de le vérifier pour k égale à 0, 1, 2, et pour l égale à 0, 1, 2, 3, 4, comme x est d'ordre 3, y est d'ordre 5. Et là, c'est des entiers positifs, donc c'est très facile à vérifier. Ou alors, on le dit d'une manière un peu plus intelligente en utilisant l'action par conjugaison de G sur lui-même. X est dans le stabilisateur de Y, on vient de le voir, donc tout le sous-groupe engendré par X est dans le stabilisateur de Y. Donc ça veut dire inversement qu'Y commute avec toute puissance de X. Et donc Y est dans le stabilisateur de n'importe quelle puissance de X, et donc le sous-groupe engendré par Y est contenu par le stabilisateur de n'importe quelle puissance de X, et ça montre directement, cette commutation. Donc ça c'est un peu plus malin comme argument. En tout cas, voilà, cette puissance commute, donc comme H est engendré par X et K est engendré par Y, ça veut dire que les éléments de H et K commutent. Et ça veut dire que F est un morphisme de groupe. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut utiliser que, voilà, qu'est-ce que c'est que H fois K, c'est le groupe produit. Hein. Donc, si j'ai deux éléments dans le groupe, alors comment ils se multiplient? Donc c'est H, H', K, K'. On va déjà apparaître une espèce de commutation entre le K et le H' dans cette structure même du produit cartésien. En tout cas, F envoie ce couple sur H, H', K, K', qu'on va donc écrire en utilisant que H' et K commutent, comme H' est dans H et K est dans K. On peut l'écrire comme H, K, H', K', et on voit qu'on récupère F de HK que multiplie F de H', K'. Donc c'est exactement ce qu'il faut. Il faut que les éléments de H et K commutent pour qu'une telle application, ici, F, cette application va être morphisme si et seulement si les éléments de H et K commutent. Donc ici c'est le cas, F est un morphisme. Alors comme H est de cardinal 3 et K est de cardinal 5, et 3 et 5 sont premiers entre eux, l'intersection est un groupe qui divise à la fois 3 et 5. Donc cette intersection contient qu'un seul élément, c'est-à-dire H inter K est le sous-groupe trivial. H et K s'intersectent trivialement. Du coup, l'image de F, qui bien sûr par définition c'est le sous-groupe HK de G, c'est un sous-groupe parce que K est un... Là c'est un sous-groupe parce que c'est l'image de morphisme. C'est aussi un sous-groupe parce que K est distingué. On sait que des sous-ensembles de la forme H fois K, où H est un sous-groupe et K un sous-groupe distingué, sont des sous-groupes. Bon, donc on a même plusieurs raisons pour comprendre que c'est un sous-groupe. En tout cas, ce sous-groupe est égal à G tout entier. Car
l'ordre de HK, c'est par cette relation qui nous rappelle Grassmann, c'est le produit des ordres de H et K divisé par l'ordre du noyau. Or ici, H est d'ordre 3, K est d'ordre 5, et H int K est d'ordre 1. Donc, HK est donc un sous-ensemble de G, le même cardinal que G. Voilà, donc F est surjectif, et comme il part toujours, qui part d'un groupe qui est toujours le même cardinal, parce que le cardinal du produit, c'est le produit des cardinaux, et donc c'est encore 15. On voit que F n'est pas seulement surjectif, mais aussi injectif. F est un isomorphisme. Donc F-1, en fait, c'est un isomorphisme de G sur H croix K. H est isomorphe Z modulo 3Z, et K est isomorphe Z modulo 5Z. Donc le produit, par le théorème chinois, est isomorphe Z modulo 15Z. Et on a fini notre exemple, et on a démontré que tout groupe d'ordre 15 cyclique, en particulier abélien. Donc tout ça grâce au théorème de Cauchy, bien entendu, et la proposition qu'on vient de démontrer, qu'un sous-groupe d'un groupe fini d'indices, le plus petit nombre premier divisant l'ordre du groupe est forcément distingué.